Good. Salut tout le monde. Ouais, pour la mention sur le bord de la fenêtre, là, c'est un talk sur qui passe. Ça sera pas nécessairement le cas. Le changement de sujet, lui, est bien meilleur. Je vous le recommande. Fait que c'est ça. C'est juste un petit disclaimer parce que si vous pensez que je vais vous parler de qui passe aujourd'hui, ce sera pas le cas. Fait que, en tout cas, je voudrais que je vous restiez quand même. Là, fait que quittez pas la salle, mais je le prendrai pas personnel. Aujourd'hui, on va parler des solutions miracles pour les PME. Les PME. Donc, avant de commencer, petite description de moi-même. Je m'appelle Félix Lehoux, alias Lehoux sur Internet. Je suis un Red Teamer chez Desjardins. Fait que je fais quoi? Du Red Teaming, du Purple Teaming, du développement interne. J'ai aussi une chaîne YouTube que je fais du contenu, donc réseautique, home labbing et de la sécurité. Pour commencer le talk, je vais vous parler un petit peu de mon approche. C'est une approche que j'utilise au day-to-day quand je fais face à une problématique. Donc, l'affaire qui va arriver, c'est que je vais soulever une problématique, je vais dire qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, des petits détails pour mieux comprendre c'est quoi le problème en soi. Je vais me renseigner auprès des gens. Donc, je vais me renseigner auprès des gens pour avoir une vue, un aspect différent, une vision différente. Donc, moi, mettons, je pourrais avoir une approche un petit peu plus technique, mais des fois, dans la problématique en soi, ça peut toucher pas seulement les gens techniques, mais aussi des gens comme des mortels, experts TI, whatever. Je vais aller chercher cette expertise-là pour avoir un petit peu une meilleure compréhension de leur vision par rapport à la problématique. Je vais m'assurer, je vais repenser à ça, puis je vais dire qu'est-ce qui pourrait être bon pour trouver une solution qui fait du sens aux gens qui ont cette problématique-là. Donc, c'est ça que j'ai fait un petit peu avec la sécurité des PME. Le sujet, c'est de dire qu'au fil du temps, la sécurité est devenue de plus en plus présente au niveau des entreprises, des petites, moyennes entreprises, même les grosses, et que les gens, dans le fond, il y a eu de plus en plus de cyberattaques. Le monde font comme « Ah, avant, je ne pensais pas être targeté par une cyberattaque parce que je suis une petite entreprise, mon sujet il est vraiment niche ou j'habite dans le fond du bois, donc je ne me sens pas targeté par ces attaques-là. J'ai pas besoin de sécurité. Si j'en ai vraiment besoin, ça va juste être pour les assurances d'attitude. » Mais là, au fil du temps, la sécurité est de plus en plus présente. C'est une nécessité, puis les gens ont peur de se faire hacker par le premier rançon logiciel qui frappe leur compagnie. Donc, c'est vraiment ça le concern de dire qu'est-ce qu'on fait dans une PME pour régler la sécurité, augmenter notre posture de sécurité. Vraiment ça l'objectif. Donc, je me suis renseigné, j'ai été voir des employés TI, j'ai discuté avec eux, des entrepreneurs, des experts en sécurité. J'ai aussi contacté monsieur, madame, tout le monde pour voir c'est quoi leur vision de la sécurité au sein de leur entreprise. Pas nécessairement faire du social engineering, mais seulement comprendre leur vision puis dire qu'est-ce qui est en place dans votre compagnie, est-ce que ça fait du sens, puis avoir une petite discussion à ce sujet-là. Une fois qu'on a plusieurs informations, on peut regarder et réfléchir pour voir comment on pourrait améliorer ça, c'est quoi qui est en place présentement, et ça pourrait être quoi les limitations. Une fois qu'on a tout ça en contexte, ben, c'était le temps de trouver une solution. Puis moi, la solution, ça a été de discuter avec des experts, donc un peu partager le savoir publiquement avec vous, ce qui permet de sensibiliser ultimement la problématique et qu'ultimement, les gens puissent en discuter après la présentation, poser des questions autour d'une bière au retour du travail la semaine prochaine. Fait que c'est vraiment ça l'optique de cette présentation-là. Avant de commencer, je veux vous parler du risque. Le risque zéro, ça n'existe pas pour une petite, une moyenne ou une grande entreprise. C'est juste de garder le sans focus. C'est pas, je vous dis, une solution miracle. C'est pas clickbait non plus, parce que j'ai vraiment challengé les solutions en place, mais c'est de dire le risque zéro n'existe pas, fait que ça ne sera pas nécessairement un miracle qui va se produire aujourd'hui. On n'est pas tous dans le même bateau. Si, par exemple, à la main levée, je disais qui travaille dans tel secteur de l'industrie, il y en a quelques-uns qui lèveraient la main, d'un autre secteur, il y a d'autres gens qui lèveraient la main, ça finirait que, ultimement, toutes les entreprises sont différentes. Pourquoi? Ça peut varier au nombre d'employés. Donc ici, je parle de PME. PME, c'est une petite entreprise, ça peut varier entre 1 et 100 employés. Une moyenne, c'est entre 100 et 500 employés. Donc ça va vraiment varier. Si on a une entreprise, par exemple, de, je ne sais pas, 10 personnes, bien, ça ne fait pas de sens d'avoir 4 personnes en TI ou 4 personnes en sécurité. VS, si on a une entreprise de 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes, où est-ce qu'on risque d'avoir une infrastructure un petit peu plus large, un petit peu plus robuste, par exemple. Le domaine d'expertise va aussi varier. Si jamais vous êtes une shop de développeurs, donc vous développez du logiciel, VS, une compagnie qui travaille les métaux, la métallurgie, ben c'est sûr que votre domaine d'expertise ne sera pas pareil. Vous ne ferez pas face aux mêmes problématiques et l'exposition de votre entreprise ne sera pas la même au grand public. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut garder en tête lorsqu'on va parler de la sécurité. Il n'y a pas juste ça, la région. Avez-vous déjà pensé au fait que si vous habitez à Montréal ou à Québec, ça peut être plus facile d'avoir accès à ces services-là parce qu'il y a des gens qui vont être accessibles. Vous pouvez dire « Ah, il y a plusieurs compagnies qui sont proches qui peuvent me donner ce service-là. » Si vous habitez dans le fin fond du bois ou en Beauce, mettons comme
mais ça va faire qu'il y a peut-être moins de compagnies qui peuvent offrir ce service-là. Ça peut être plus limitant, puis dire, ben, si je veux avoir accès à ce service-là pour sécuriser mon entreprise, ben, je dois aller embaucher des gens de Montréal. Puis si jamais ils ont besoin de se déplacer, ben, ça a des coûts. Ça a des coûts plus élevés. Donc, ça vient comme lier ça. Tout ça fait qu'on peut voir que les entreprises n'ont pas un même frame, une même. On ne peut pas toutes les mettre dans le même bateau. Donc, le but, c'est d'avoir une approche dynamique et responsive pour s'adapter à chacune des situations qui nous arrivent. Donc, la mise en contexte aujourd'hui, c'est vraiment de dire, vous êtes maintenant en charge d'un mandat de sécuriser une entreprise. Vous n'êtes pas nécessairement un super expert, mais le but, c'est de dire, vous devez sécuriser votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez entendu parler? Un test d'intrusion. Parfait, on embarque là-dedans. Première étape, on sécurise notre entreprise, on fait un test d'intrusion. C'est quoi les étapes pour faire un test d'intrusion? Bien, on va faire un petit appel d'offres ou on va chercher une compagnie de sécurité qu'on connaît. Parfait, on l'a trouvé, on l'engage. Fait qu'on va dire, la compagnie réalise le test d'intrusion. Excellent, ils ont fini, ils nous droppent un rapport de 150 pages sur le bureau, tout le monde est content, puis nous autres, on utilise ça pour attester au niveau de la posture de sécurité pour dire, on travaille fort, on est sécuritaire. Vite comme ça, probablement que vous avez soulevé des problématiques comme moi. On va y passer au travail juste rapidement pour vous donner une idée. Ça peut ressembler à quoi? La personne qui est en charge, vous qui vous êtes en charge, je vous ai dit, vous n'êtes pas nécessairement un super expert technique. Ça vient se refléter au niveau de la sélection de la compagnie pour faire le mandat. Donc, vous n'êtes pas l'expert. C'est loin d'être parfait, ce processus-là. Donc, ce qui arrive, c'est est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'on achète? On n'est pas l'expert, puis on magasine pour un service. Fait que là, nous, on va dire, OK, ben ouais, mais je fais confiance au vendeur ou au gars que j'appelle pour me recommander le service. Tu sais, si j'ai une application web, il va me recommander un mandat web. Peut-être, mais ça se peut qu'au bout de la ligne, là, ça soit un vendeur. Puis le vendeur, c'est plate, mais il fait une commission. Fait qu'indirectement, il est biaisé dans la vente de mandat ou de service qu'il va faire pour votre entreprise. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec ça. Le gros concern à ce niveau-là, c'est qu'on n'est pas l'expert. Puis je vais vous donner un exemple concret que vous allez probablement tous comprendre. J'ai bossé l'aile de mon truck. Puis là, moi, j'ai dit, je veux faire réparer mon truck. Fait que je vais visiter 3, 4 garages, 5 garages pour avoir de l'information, pour des soumissions, pour réparer l'aile de mon truck. Fait que je demande combien que ça va coûter, qu'est-ce qui va être fait, puis combien de temps ça va prendre. Ultimement, pourquoi je pose ces questions-là, c'est que si je pose juste seulement le coût, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va être réalisé. Fait que peut-être qu'ils vont dire, ah ben ça va te coûter 500$, puis on va le débosser, puis ça va prendre 10 heures. Peut-être qu'il va dire, ça coûte 2000$, je vais changer l'aile, puis ça va me prendre 25 heures. Ou l'inverse. Mais seulement prendre la décision avec le coût, ce n'est pas nécessairement la bonne option parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir au bout de la ligne. Et moi, peut-être que je dis ce que je veux, c'est avoir un changement d'aile. Je veux une aile flambant neuve. Bon, mais je ne prendrai pas les options où c'est qui me dit, même si ça coûte 500$, je ne veux pas l'option où est-ce qu'on parle de débossage. Je veux l'option à 2000$ peut-être pour changement d'aile parce que c'est vraiment ça que je veux. Je veux le changement d'aile, je ne magasine pas pour le prix. C'est vraiment le gros take là-dessus sur ce slide-là, c'est pas moi qui réfléchis en regardant le ciel, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui est le mieux pour mon entreprise. C'est quoi l'important dans tout ça? C'est de poser des questions. Parce que si on pose des questions, on a plus de contexte au niveau de la prise de décision qu'on a. Ça s'applique pour n'importe quoi, y compris la prise de décision pour faire débosser un char. Donc, si on parle d'une situation où est-ce qu'on dit c'est 500 à 2000$, c'est quoi comparativement à un test d'intrusion qu'on peut payer plusieurs milliers de dollars? Donc, c'est vraiment ça je vous dirais le take sur cet exemple-là. Puis tout le monde peut comme tout le monde relate parce que tout le monde peut bosser son char et devoir le faire réparer. Fait que c'est comme je trouvais que c'était l'exemple un petit peu parfait. Ici, c'est rarement arrivé dans les fois que j'ai fait des tests d'intrusion, des pen tests, mais je trouvais toujours ça cool quand ça arrivait. Puis ça a été un retour de les gens d'Expert TI qui me disaient « Moi aussi, j'aime ça quand ça arrive. » Donc, si on se remet en question, on revient un petit peu en arrière, on dit « OK, parfait, on a trouvé la compagnie. Maintenant, on fait le pen test. On est rendu à l'étape 2. Est-ce qu'on supervise ou on est en mesure d'avoir quelqu'un qui va poser des questions? Donc ici, le transfert de connaissances, ça ne sera pas le même si on utilise un rapport. Si jamais votre expert TI qui est là, qui est en place, il ne surveille pas vraiment, puis tu sais, il se passe les tests, à la fin du mandat, il arrive, puis il drop le rapport 150 pages sur le bureau. Là, il va falloir qu'il passe au travail de ça, puis qu'il ne comprendra probablement pas une bonne partie de ce rapport-là, parce qu'il va dire « j'ai pas le contexte, il manque un petit peu d'informations, je ne suis pas certain de comprendre tout ce qui se passe. » Si jamais il avait été là, puis il avait posé des questions pour dire « c'est quoi que tu as fait là? Pourquoi que tu l'as fait? C'est quoi qui s'est passé? Quel outil ou comment j'aurais pu fixer ça? » En fait, en ayant une meilleure compréhension, il va pouvoir comprendre la problématique
et ultimement être en mesure peut-être de mieux la corriger parce qu'il va y avoir le contexte autour puis pas nécessairement la vulnérabilité pour dire « Yo, on t'a pété là », puis comme « Fixe tes affaires ». Parce que j'ai été un pen tester, puis quand tu fais des recommandations, des fois, la recommandation est très large parce que si tu fais une recommandation très précise, ben ils vont dire « Ah, ça s'applique pas chez nous », puis ils vont la skipper. Fait que là, c'est pas win. Toi, ton but, c'est d'améliorer la posture de sécurité des autres entreprises. Donc, des fois, tu la mets un peu plus large, mais en étant plus large, ça ne vient pas nécessairement donner une bonne manière nécessairement pour les gens qui n'ont pas la capacité ou comme les ressources, l'expertise pour corriger ces problématiques-là. Peut-être qu'ils n'ont pas de ressources non plus. Peut-être qu'ils n'ont pas de gens en TI et se sont dit hey, nous autres, on fait un pentest, on améliore notre sécurité, mais il n'y a personne à l'intérieur de l'entreprise qui va pouvoir corriger ça et qui pourrait superviser ça. Bien, tant qu'à moi, c'est une perte. On perd une opportunité d'apprentissage au sein de notre équipe interne pour pouvoir fixer ces problèmes-là. Si on passe à la troisième problématique que je trouve qui ressort au niveau du processus qui n'est pas parfait, c'est de dire, là, on a engagé quelqu'un, on a cherché, on a trouvé quelqu'un pour faire le pentest. Le pentest est fait, on a le rapport sur notre bureau. On a-tu pensé à qui allait corriger ces problématiques-là ou on est rendu là et on ne sait plus quoi faire? Donc, on a-tu une équipe en place? On a-tu quelqu'un qui a de l'expertise pour corriger ces problématiques-là? Parce que sinon, ben, ça devient difficile de dire, OK, ben, on a fait ça, pourquoi alors? T'sais, on a payé ce service-là, mais au final, on en retire quoi? Parce qu'on n'a peut-être pas de ressources disponibles. Peut-être qu'on en a, mais ce ne sont pas des experts en TI qui vont pouvoir régler ces problématiques-là. Donc, on se ramasse un peu à payer cher sans avoir nécessairement de valeur ajoutée au niveau de l'entreprise. Ce n'est pas un shame ici que je mentionne. Les experts TI, ce n'est pas des experts en sécurité. Moi, j'ai dit, je fais du home labbing à la maison puis je joue avec le networking, mais je suis loin d'être un expert TI à configurer les entreprises. Puis ça, je l'assume totalement. Donc, quelqu'un qui me dit, ça se peut qu'un expert professionnel TI soit bon en sécurité de certains aspects, mais tant qu'à moi, je pense que je vais avoir un petit peu plus d'expertise que lui en sécurité parce que c'est mon domaine. Même chose pour le professionnel TI. Donc, des fois, on va dire, ah oui, c'est notre gars de TI qui va s'occuper de ça. Mais est-ce qu'il y a réellement toutes ces connaissances-là pour fixer? C'est pas mauvais, mais des fois, il faut remettre ça en question un petit peu. Donc, ici, on a soulevé une couple de problématiques au niveau du budget, des connaissances, des outils et de l'administration. Donc, je vais passer rapidement. Si on a des ressources internes, ça coûte cher. Si on engage un pentest, ça coûte cher aussi. Donc, on se ramasse avec un budget qui est quand même élevé au niveau de la sécurité pour avoir une bonne expertise, pour avoir quelque chose qui ajoute beaucoup de valeur à l'entreprise. On a réalisé aussi au travers des connaissances, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas nécessairement de transfert de connaissances. On n'a pas nécessairement l'expertise interne pour connaître ces problématiques-là puis vraiment bien les comprendre. Et on n'est pas nécessairement dans le domaine. Ici, si jamais je remets en perspective, on a une shop de métallurgie, comme je disais, ben, vous n'avez pas nécessairement les gens à l'interne pour dire « Ah oui, je sais, moi, comment régler ça. » Il n'y a pas de la sensibilisation, ce n'est pas leur expertise de domaine, donc ça devient difficile de dire à monsieur, madame, tout le monde « Hey, oui, prends ce case-là, puis règle-le. » Ça ne sera pas le cas. Si au niveau de notre expert TI qu'on a à l'interne, on a des recommandations, on dit « Configure des nouveaux outils, configure l'environnement avec telle recommandation parce qu'on veut régler les problématiques de notre infrastructure. » Ça se peut qu'on dise aussi « Ajoute un nouvel outil. » un EDR ou des solutions cloud. Mais cette personne-là, au final, même si les recommandations sont plus simples parce que tu dis ajoute un outil, est-ce qu'il va avoir les connaissances pour le faire? Souvent, c'est là comme le bottleneck au niveau des connaissances. Au niveau administratif, je trouvais ça important de soulever le point parce que souvent, les décisions vont se prendre plus hautes. Puis je pense que c'est des questions qu'il faut vraiment se poser parce que c'est quoi la prochaine étape? Là, on a payé pour un mandat. On a dit, on fait le pentest. Il a été réalisé, on a le rapport sur le bureau. Mais on fait quoi? C'est quoi la prochaine étape? On a-tu pensé au plan de remédiation? Est-ce qu'on fait ça en 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an? Quand est-ce qu'on fait le prochain pentest? Dans 1 an? Dans 2 ans? On teste une autre application? C'est quoi le next step? On a-tu pensé à ça ou on arrive et on dit « Ouh, on a le rapport sur le bureau puis ah ouais, on n'a pas pensé à ça, on n'a pas personne, qu'est-ce qu'on fait? » Bien là, si tu arrives à ce point-là, c'est que ça ajoute énormément de stress. En tout cas, moi, je serais stressé pour eux. Parce qu'après ça, tu viens de réaliser que ta compagnie est peut-être comme pétée au niveau sécurité, tu n'es pas sécuritaire, tu n'as pas personne qui peut le fixer, tu viens de payer vraiment cher pour te le faire dire, puis après ça, tu ne sais pas quoi faire après. Comme, mettons ton jeu de cartes, là, tant qu'à moi, il n'est pas très bon. Fait ça pourrait être un gros niveau de stress, puis après ça, tu te dis, ben, on a tout fait ça, on n'a pas vraiment ajouté de la valeur à l'entreprise. Donc, le but, c'est quoi? Puis là, on a regardé le pentest, pas la meilleure solution en partant. Donc, on va regarder la sécurité externe. D'abord, on va payer des compagnies externes qui, eux, ont l'expertise, puis on va pouvoir les utiliser pour améliorer notre posture. Make sense? On va regarder ça. Ici, petit avantage, on n'a pas besoin d'experts internes. Donc, pas de coût d'embauche, pas de coût de formation,
Puis des fois, les gens vont vouloir partir pour aller relever des défis ailleurs. Fait qu'on n'a pas besoin de garder nos gens techniques à l'interne. Pas de problème, on n'a pas à gérer ces problèmes-là parce qu'on n'a pas à gérer les ressources internes. On déplace la responsabilité, là ici je mentionne vers le client, mais c'est vers la compagnie qu'on va faire affaire pour la sécurité externe, peu importe le service ou le mandat. Et souvent, ils vont offrir des solutions complètes et intégrées, ce que je dis, un package all-in-one. Donc, tu vas les engager, tu vas peut-être donner un accès, puis ils vont comme tout s'occuper, puis toi, tu n'auras pas nécessairement connaissance de tout ça. Fait que ça, c'est vraiment positif. Au niveau du négatif, ça peut finir que ça va être coûteux à la longue. Donc, ça peut être des services qui deviennent coûteux, tout dépendamment c'est quoi l'utilisation de ces services-là. Et ultimement, ben, tu deviens dépendant de eux. Donc, si tu n'as pas l'expertise, ben, si jamais tu veux dire « Ah non, je suis tanné, je ne trouve pas qu'ils me donnent un bon service », ben good luck, il faut que tu trouves un autre fournisseur, un autre client, une autre compagnie qui va pouvoir t'offrir ces services-là. Donc, tu perds un petit peu le contrôle à ce niveau-là et tu deviens dépendant. Et ça devient pratiquement quasiment impossible d'évaluer la performance parce que si tu as une équipe interne, qu'au fil du temps, tu as fait 1, 2, 5, 10, 15, 20 pentests par année, mais tu es capable de dire, si un année, on en a fait 5, puis l'autre d'avant, on en a fait 20, il y a peut-être de quoi qui se trame, la performance est différente. Pourquoi? D'évaluer ça. Mais quand c'est un client externe, tu le payes peut-être une fois par année, une fois aux 2 ans. Comment tu fais pour savoir que son sacoche puis que c'est l'expertise de performance? Fait que, ça reste à challenger. Là, ici, je vous parle d'exemples concrets. Fait que je ne vais pas vous liker la personne avec qui j'ai parlé de ça, parce que ce ne serait pas gentil. Mais, ultimement, je parle à un entrepreneur, un CEO, qui dit « Ouais, j'ai une compagnie, on s'est fait hacker il y a 6 mois, puis c'était par du phishing. Puis là, ben, moi, je vais être sécuritaire. Puis, ben, j'ai pas l'expertise interne. Fait que je me suis retourné vers l'externe. Parfait. Fait que je dis, moi, j'ai trouvé une compagnie sur le coin dans la ville, là, puis ils font de l'analyse de courriel d'hameçonnage. Fait que j'ai pris ça. Fait que moi, je suis sécuritaire maintenant. Parfait. On va juste se regarder ensemble pour voir si c'est vraiment le cas. Okay? Fait que, on commence, on va dire, ben, ces compagnies-là, ils ont probablement plusieurs clients. C'est normal. Ils offrent ce service-là. Excellent. On va dire, il n'y a pas de contexte dans l'entreprise. Ça, tant qu'à moi, je pense que c'est vraiment important parce que si, mettons, vous êtes dans une entreprise qui n'a jamais eu de bonification, il n'y a pas eu de prime, il n'y a pas eu de remerciement, de félicitations, rien de tout ça. Puis là, d'un coup, vous recevez un courriel pour dire félicitations, j'aime ton beau travail, je te donne une prime de 10 000 $. Mais là, la personne qui trouve ça louche, elle va dire je vais le faire analyser. Puis la personne au bout du fil, là, si elle n'a pas conscience qu'elle, dans cette entreprise-là, il n'y a jamais eu de bonus en 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ou peu importe l'année d'existence, bien, si elle regarde ça rapidement, ils vont dire ouais, je n'irai pas regarder c'est quoi le bonus parce que c'est en dehors de mon scope, mais l'email a l'air de faire du sens, fait que je dis que c'est légitime. Fait que c'est pas nécessairement parfait. Au niveau de la langue, je pense que c'est un gros boomer parce que c'est là que ça va venir vraiment limiter puis enlever du contexte au niveau du courriel. Par exemple, j'ai une entreprise qui parle nativement le français, c'est la langue majoritaire de l'entreprise. Après ça, un petit peu d'anglais et dernièrement, un petit peu d'espagnol. Excellent, j'ai trouvé une compagnie qui offre les 3 langues au niveau de l'analyse. Mais la langue native de la compagnie, c'est l'anglais. Ce qui va arriver, c'est que la majorité de mes courriels vont tout être en français et lorsqu'il va y avoir l'analyse, ben, les gens qui vont l'analyser en anglais vont devoir le traduire. Puis comme je suis d'accord que Google Translate est rendu de meilleur en meilleur, là, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur outil pour garder le contexte au fil de la chaîne de traduction. Donc, à ce moment-là, on peut perdre du contexte. Puis là, la dernière question qui tue, je demandais est-ce que vous avez fait de la sensibilisation à l'interne après avoir installé cet outil-là? Puis il me dit non, pourquoi? Là, j'étais comme c'est quoi le processus de ce service-là? Comment il fonctionne? Ben, il dit quand tu trouves un courriel malicieux, tu le soulèves, tu fais telle étape, tu suis tel processus, puis c'est envoyé à la personne l'analyse, puis ça revient. Puis est-ce que tes employés sont au courant de ça? Ben, je pense que oui. OK. Fait que là, après ça, tu parles aux employés et tu te dis qu'est-ce qui se passe? Ah non, moi, tout ce que je reçois dans ma boîte courriel, c'est légitime, c'est sécure, là. Parce que ça passe au travers d'un processus d'analyse. Fait que tout ce qui tombe dans ma boîte courriel, c'est clean. Fait que là, en plus de payer cher par mois pour avoir une solution de sécurité, l'affaire qui arrive, c'est que tu es moins sécuritaire qu'avant parce que les employés pensent que tout ce qui rentre dans la boîte est sécuritaire. Mais en fait, ça ne l'est pas forcément. Il faut juste qu'il le forward, par exemple, aux autres personnes. Fait que tu dis, en plus de payer un service en pensant que tu es sécuritaire, au final, tu payes dans le vide, tu n'en retires aucun avantage, même pire, tu te tires dans le pied parce que le monde pense que c'est sécuritaire puis ils ne le sont pas vraiment. Fait que c'est là de dire, est-ce que c'est encore la solution, l'expertise externe? On va voir un autre cas. C'est pas pour shamer personne, là, parce que si vous êtes dans cette situation-là, ça se pourrait très bien, mais c'est juste de peut-être remettre en question, puis on va voir un petit peu après peut-être une solution qui serait intéressante. Ici, on va regarder un Security Operations Center, donc un SOC. Probablement que vous êtes
quand même familier avec ça. Donc, peut-être que vous dites, OK, non, moi, c'est pas les courriels, j'ai vraiment peur d'avoir un malware sur ma machine, puis je voudrais pas que ça arrive. Donc, j'ai engagé un SOC externe pour me protéger. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils installent un agent DDR, puis ils surveillent la console de loin. La fois qui arrive, c'est qu'eux vont avoir plusieurs clients. Encore une fois, c'est normal, ils offrent ce service-là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au final, le travail, ça va être quoi? Est-ce qu'ils vont réellement faire de la surveillance et de l'analyse au niveau des alertes et détections? J'ai parlé avec quelqu'un, puis il m'a dit, comme, dis-le pas, mais on n'est pas assez, on est low staff. Fait que qu'est-ce qui arrive? Vous êtes low staff, puis vous avez plusieurs clients, puis il faut que ça soit rentable, puis il faut que vous fassiez de l'argent au niveau de l'entreprise. Fait que qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas en mesure de traiter les alertes et les détections au day-to-day parce que vous avez trop d'alertes, trop de clients, tout ça. Donc, c'est quoi que vous faites? Vous faites de l'automatisation. Parfait. Quelle bonne idée. On va faire des règles pour enlever les alertes puis enlever les faux positifs. Sauf que là, quand il y en a trop, qu'est-ce qui se passe? Bon, on élargit un peu la règle. Puis on l'élargit un peu. Puis à la fin de la journée, tu te dis, ah, on a juste 4 alertes, on va pouvoir les regarder. Ah, mais peut-être qu'il y a passé de quoi under the radar que vous ne l'avez pas vu parce que les règles sont trop larges, ils captent trop d'éléments qui fait que ce n'est pas considéré malicieux. Donc là, ça devient un problématique parce que ça se peut que nous, on soit sous attaque et on ne sera pas réalisé parce que la compagnie qui est supposée nous surveiller, ben, ça ne rentre pas dans un code de détection. Par la suite, une mention importante pour dire, OK, ces EDR-là, là, ou les solutions qui ont été installées, les agents, est-ce que c'est configuré ou c'est default? Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Tu sais, souvent, c'est comme, ah ouais, t'es secure. Clique, installe, c'est fait. Mais est-ce que tu as pris le temps de configurer la règle? Parce qu'encore une fois, le domaine d'expertise va vraiment varier puis impacter ça. Parce que si jamais, encore une fois, vous êtes une compagnie qui fait du développement logiciel, ce ne sera peut-être pas les mêmes configurations qu'une compagnie qui travaille, comme je disais, une shop de métallurgie. Parce que les accès aux machines ne sont pas pareils. Puis si tu arrives, tu dis, j'installe l'agent, puis je mets ça agressif, puis tout c'est good. Mais l'affaire qui va arriver, c'est que les devs là, qui vont arriver, qui vont vouloir installer plein de cochonneries sur leur laptop, parce qu'ils sont tous admin, là, mais là, ils vont se faire empêcher plein d'affaires, puis ça va lever des alertes partout dans les consoles. Mais ça leur a pas été pensé. Puis après ça, ils vont juste faire des règles, puis au lieu de bien configurer, ils vont juste mettre des règles pour tout catcher ça, puis dire non, 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 c'est correct. Fait que ça, c'est quelque chose, un point à considérer. Puis après ça, on se demande, après tout ça, est-ce qu'ils sont réellement des experts en sécurité ou ils font des règles sans eux? C'est pas pour enlever et dire, hey, c'est pas parce que tu fais des règles que tu n'es pas expert en sécurité. C'est juste qu'à ce niveau-là, si 90% de ton temps, tu fais des règles puis que tu n'analyses pas le stock, tu sais, comme la solution, c'est peut-être pas la meilleure. Donc, c'est quoi la meilleure solution pour se protéger? On recule encore d'un pas, puis on dit, on a commencé, vous étiez en mandat d'améliorer la posture de sécurité de votre entreprise. Vous avez fait quoi? Vous avez fait un pen test. Puis là, vous vous êtes dit, ouais, c'est pas la solution parce que je sais pas où c'est que je m'enligne, puis on n'a ressorti aucune valeur ajoutée de tout ça. Parfait. Puis là, vous vous êtes dit, OK, non. On a appris de nos erreurs, on se retourne vers de l'expertise externe. On a réalisé que ce n'est pas forcément la bonne solution. Fait que c'est quoi la bonne solution? La bonne solution, c'est qu'il faut être réaliste et dire que notre fondation n'est pas droite, c'est tout croche, puis qu'il faut remettre ça, c'est rails, il faut remettre ça droit. Comment on va faire ça? Mon idée, c'est expert conseil. Donc, ma solution un petit peu, c'est d'avoir un terme, là, je ne sais pas, le terme sort de ma tête, là, mais ultimement, on pourrait appeler ça un expert conseil. Qu'est-ce que ça ferait? Mettons en 4 étapes, c'est de dire que ça analyse la configuration d'une entreprise. Donc, ça va s'asseoir avec l'employé TI, au niveau de l'architecte, peu importe, l'environnement, essayer de bien comprendre qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'entreprise, au niveau réseautique, au niveau des sécurités qui ont été appliquées, qu'est-ce qui est réalisé. Par la suite, on va pouvoir donner des recommandations propres à votre situation, donc la situation de l'entreprise en question qui se fait comme analyser ou reviewer. Donc après ça, on va pouvoir regarder au niveau des priorités, difficultés de réalisation et au niveau de l'impact, qu'est-ce qui fait du sens à l'entreprise et être en mesure de mieux recommander cette entreprise-là selon ces différentes catégories-là ou attributs-là. Par la suite, on va pouvoir venir aider à remédier. Donc, on ne sera pas seulement là en tant que dire voici un rapport, voici les vulnérabilités, voici les problématiques. Tu as le papier, fixe tes affaires, je reviens dans un an, puis on se revoit. Puis non, non, non. Le but, c'est de s'asseoir un peu avec la personne puis de dire comment que je pourrais faire pour te le montrer parce que tu n'es probablement pas l'expert. Puis moi, je me considère l'expert, donc je vais t'aider à te guider pour corriger tes problématiques. En gros, c'est un petit peu ça le but. Et on finit tout ça avec une campagne de sensibilisation et formation en lien à la sécurité, des campagnes pour les gestionnaires ainsi que les campagnes pour les employés parce que leur job au day-to-day est différent. Les tâches ne sont pas pareilles, donc c'est normal d'avoir des formations un petit peu différentes. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas parfait, là. Fait qu'on va regarder des problématiques qu'on pourrait soulever. Donc, un mandat, un pen test,
infrastructure, peut-être aurait pu soulever ces problématiques-là. Sauf le gros avantage au niveau d'un expert conseil, dans ce cas-là, ça serait de dire je vais pouvoir t'aider à passer au travers de ces problématiques-là pour les remédier et avoir une meilleure posture de sécurité au niveau de l'entreprise. Donc, ici, on va parler de politique de mots de passe faible. Un classique. Tous les employés sont administrateurs locaux. C'est sûr. Segmentation réseau, j'ai jamais pensé à ça. Aucune sensibilisation de courriel d'hameçonnage. Après ça, les ordinateurs, ben, pas les ordis, ça c'est un classique. Puis tout ce qui est utilisation corporative à des besoins personnels au niveau des courriels ou du poste. Donc ça, c'est tous des classiques que si jamais vous avez été pentester une fois dans votre vie, vous avez fait un test infra dans une compagnie qui était plus ou moins, mettons, mature, là, vous avez probablement ressorti, en tout cas, peut-être pas toute la gang, mais une bonne partie. Puis en sachant que c'est le cas pour la majorité des entreprises, ben, on pourrait faire quelque chose pour vraiment les guider parce que si ça arrive avec plusieurs entreprises, ça veut dire que si on ressort toujours ces mêmes problématiques-là, ces mêmes vulnérabilités-là, puis au final, elles sont là d'année en année, d'entreprise en entreprise, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment un problème à quelque part puis qu'on n'est pas capable de trouver la racine de ce problème-là. Donc, avec l'expert conseil, on sera en mesure d'avoir de la valeur ajoutée. On entraîne les gens à avoir une meilleure pratique sécuritaire. Donc, on les aide à comprendre ce qui se passe réellement. Ça renforce le périmètre externe. Donc, ici, si tu es en mesure de limiter les logiciels non normalisés, parce que tu n'es pas administrateur de ta machine, tu ne peux pas faire ça, bien, les gens vont peut-être installer moins de crap. C'est sûr que tu peux installer quand même du stock louche en tant qu'utilisateur. Mais au moins, ça a le moins de répercussions puis moins de dégâts un petit peu que si tu étais administrateur sur la machine. Après ça, attaque par brute force, bien, si tu as des mots de passe solides, après ça, juste ficher de l'externe, ça va être plus difficile parce que la personne n'utilisera pas le nom de son chien ou sa date de naissance ou peu importe, son prénom pour mot de passe. Fait que c'est vraiment ça l'optique. Par la suite, on est plus réactif et proactif lorsqu'on reçoit un courriel malicieux. Donc là, on arrive et on n'a pas besoin d'une solution qui va nous dire, qui va nous protéger. On va arriver puis on va être en mesure d'être proactif lorsqu'on voit un courriel louche. Puis quand je parle de courriel louche, c'est pas nécessairement que quelqu'un vient de gagner un iPad ou une carte Tim Hortons, là, parce que ça, on le sait, c'est un classique. Puis le monde se dit ah, non, mais je ne tomberai pas dans le panneau. Si on veut être méchant et tomber dans une zone grise, là, on pèse où est-ce que ça fait mal. Quelqu'un va chercher un petit peu, là, il peut chercher même pas une semaine, puis trouver des use cases sur des personnes, puis dire ah ouais, toi, c'est là ton bobo, je pèse dessus, je t'envoie un courriel. Il y a des bonnes chances que tu cliques dessus. On n'est pas parfait. Donc, le but, c'est de dire, si tu fais de la formation et tu entraînes les gens, ils vont être un petit peu plus alertes puis ils risquent de moins tomber dans le panneau pour tout ce qui est sophistication de base. Puis, l'approche est aussi moins coûteuse qu'un test d'intrusion ou un scan Nessus. Comme ça, on aurait une belle formation clean et solide. Mais là, tantôt, je vous ai dit, là, mon approche, c'est quoi? Là? Fait que là, au début, je trouve une problématique. Je réfléchis, je pose des questions, je m'assois, puis je trouve une solution. Mais là, c'est la même chose que j'ai fait avec ça. J'ai repris la solution, puis j'ai dit, est-ce qu'il y a des problématiques à l'intérieur? Parce que si je ne faisais pas ça, c'est comme si je disais, ah, moi, ma solution est meilleure que les autres. Mais je l'applique-tu? Pas forcément. Donc, c'est là qu'on pose des questions. Ça veut dire que les mandats seraient de plus longue durée. Ça l'engendre quoi? Ça veut dire que c'est peut-être une solution moins rentable que si on vendait un logiciel, une licence, un abonnement ou un service. Puis pour une entreprise, qu'est-ce qui compte? C'est l'argent. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'après ça, est-ce que c'est un service qui est viable sur le long terme? Pas nécessairement. C'est pour ça que le but du talk, un petit peu, c'est de discuter de ces problématiques-là, les soulever. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir des PME ici, qui vont travailler avec des PME, qui connaissent quelqu'un qui ont des PME, puis que la sécurité est comme, elle laisse à désirer un petit peu. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir soulever ces problématiques-là avec eux, puis trouver une manière de vraiment améliorer la posture de ces compagnies-là, sans nécessairement dire, ben, fais un pen test ou vous êtes laissé à vous-même. C'est vraiment ça l'optique. Donc, peut-être que c'est moins rentable, question d'argent. Au niveau de l'expert conseil, ce que je disais, c'est que les gens doivent comprendre les problématiques chez les clients, donc soulever les vulnérabilités, puis après ça, les guider pour les corriger. Et si on prend un pas de recul, on arrive et on dit, c'est déjà dur d'avoir des gens techniques, qualifiés, compétents dans nos entreprises, puis là, on demande qu'en plus de trouver vulnérabilité, on veut qu'ils règlent. Là, on demande l'argent, le beurre, puis l'argent du beurre. Fait que ça pourrait être réaliste de dire, mon gars, je ne sais pas qu'est-ce que tu as pris ce soir-là, là, mais c'est pas possible cette solution-là. Personne qui va embarquer là-dedans. Peut-être. Après ça, est-ce que tu as un trop gros sentiment de confiance? C'est la question de dire, parfait, les gens qui ont payé le service de SOC externe, ils se sentaient en sécurité, ils se sont dit, ah, c'est correct. Moi, je suis en sécurité parce qu'ils payaient. Ils sentaient, il y avait une création d'un sentiment de sécurité à ce niveau-là. Même chose pour l'analyse des courriels, ce service-là. Les gens, ça ne fonctionnait pas. C'était même pire qu'avant, mais ils pensaient qu'ils étaient en sécurité, puis que c'était legit, puis que ça faisait du sens. Donc là, c'est de dire, est-ce que ça va être la même chose? Les gens vont avoir pris le temps, ils vont en configurer, puis ils vont dire, ah non, j'ai plus besoin de sécurité parce que je suis safe. Là, ça va être la question qui reste à se poser pour voir,
est-ce qu'après ça, même si tu recommandes un pen test peut-être, ou de dire, là, ajoute une solution parce que tu as une fondation solide, est-ce qu'ils vont réellement le faire ou ils ne vont pas le faire? Et est-ce que ça va toujours passer ce type de mandat-là au niveau des assurances? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont besoin de dire un check in the box pour passer les assurances. Est-ce que ce type de mandat-là, ça fonctionnerait avec ça? Donc, une mention que je voulais parler aujourd'hui aussi, que je trouve importante, c'est les low hanging fruit. Souvent, des fois, ça va être des termes qu'on va parler en sécurité, que ce soit physique, mot de passe, courriel, peu importe. C'est une expression qui est utilisée at large, je vous dirais, au niveau de la sécurité. Et la raison pourquoi je voulais parler aujourd'hui, c'est que si on arrive et on est en mesure de forcer une politique de mot de passe robuste, on ne sera pas nécessairement le low hanging fruit dans ce cas-là. Le but, c'est toujours de se dire comment on pourrait se protéger contre, par exemple, les script kiddies ou les acteurs, les threat acteurs de sophistication beaucoup plus faibles. Donc, si jamais on est capable de bypasser ou de ne pas se faire catch par des rançons logicielles, des vagues de phishing qui sont sophistication très basse, bien, dans ce cas-là, on sort un petit peu du lot et on sort des problèmes. Donc, des fois, ça peut être des toutes petites étapes que travailler la configuration de l'environnement ou sensibiliser les employés va faire que la personne ne cliquera pas. Puis, l'exemple que je vous parlais de courriel de phishing, c'était vraiment niaiseux. C'était le bonus. Puis il n'y avait rien qui venait faire mention par rapport à l'entreprise. C'était vraiment un courriel générique, bonus. Puis au final, l'entreprise s'est fait pawner solide. Fait qu'après ça, tu te dis, peut-être que juste s'il y avait eu la sensibilisation, là, elle n'aurait pas cliqué là-dessus, puis ça aurait coûté pas mal moins cher à l'entreprise pour régler ces problèmes-là, puis tout ça. Donc, toutes ces affaires-là, toutes ces étapes-là, même si tu en fais juste une, c'est déjà mieux que pas en faire. Puis peut-être que ça va faire que tu ne seras pas le low-hanging fruit, puis ton entreprise ne sera pas pognée. Encore une fois, mention, risque zéro, ça n'existe pas. Si un threat actor qui est sophistiqué, qui est acharné, puis qui veut vraiment pawner ton entreprise, c'est plate, mais il va trouver une manière, il va targeter quelqu'un, il va mettre le doigt où est-ce que le bobo, il va mettre du temps, de l'effort, de l'argent, il va tout mettre, mais il va finir par réussir ultimement si c'est une compagnie qui il y a plus qu'une personne puis qu'il y a un sentiment d'infra. Il y a un infra, mais ultimement, c'est pour dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Que tu peux essayer de le minimiser le plus possible selon différents facteurs, comme ton argent, tes services que tu offres, ta priorité, tes ressources, tout ça. Mais ultimement, le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut garder ça en tête. Au niveau de la conclusion, parce qu'on tire à la fin de la présentation, donc le but de ce talk-là, c'est de dire qu'est-ce qu'on a réalisé tout au long. On s'est posé plusieurs questions. Là, ça paraît évident de dire ouais, pose-toi des questions puis remettons en question pour les différentes décisions que tu prends. Mais des fois, ça peut être juste les remises en question ou poser les questions va faire que la décision va être vraiment plus éclairée puis tu vas être en mesure de vraiment prendre un bon call qui va avoir beaucoup plus de valeur pour l'entreprise vs le fait de dire je vais tête baissée. Parce que si j'avais été chez le garagiste là, pour faire réparer mon aile puis il m'avait dit c'est 900$. Ah ben, good. Moi, mon budget, c'est 1000$. Fait que on a un deal. Mais peut-être que c'était même pas ce que j'avais de besoin, mais j'ai pas posé plus de questions. Là, en posant les questions, je suis capable de voir c'est quoi vraiment que je veux, malgré le fait que ça rentre dans certains de mes besoins. Donc, capable de prendre des décisions un peu plus éclairées. Pas acheter le premier service offert. Donc, si jamais vous parlez d'une entreprise externe, par exemple, vous voulez un mandat, un service, un pentest, peu importe, mais des fois, ça peut être intéressant. Je sais que ça demande un peu plus de temps parce que vous devez appeler une compagnie, un vendeur, puis après ça, regarder avec lui quel type qui serait intéressant de mandat, parler à une autre compagnie, un autre vendeur, puis voir qu'est-ce qui serait intéressant. Mais ultimement, je pense que ça a quand même vraiment de valeur. Si vous ne faites pas les étapes de expert conseil, ça peut faire du sens. Mais du moins, achetez pas le premier sur le bord parce que vous dites parfait, c'est réglé. Et ultimement, ben, tout ça, c'est pour se poser des questions sur la valeur ajoutée des services et des outils qu'on a au sein de notre entreprise. L'autre portion, c'est vraiment au niveau de la sensibilisation, la raison un petit peu pourquoi aussi j'ai fait cette présentation-là, c'est de rendre le tout accessible. Donc, c'est des discussions que j'ai eues au fil du temps de ma carrière que je ne pensais pas nécessairement. Tu dis, hey, tu parles à monsieur, madame, tout le monde au niveau de la sécurité, ils ne sont pas nécessairement les plus fins connaisseurs, mais tu apportes beaucoup de knowledge après ça que tu peux dire, OK, il y a des problématiques là, là, là et là. C'est eux qui vont soulever les points parce qu'ils ne sont pas nécessairement au courant. Ils ne savent pas que ce qu'ils disent, c'est comme mauvais. C'est pas stupide, mais ils te fournissent quand même beaucoup d'informations. Tout ça, le fait de rendre cette présentation-là accessible aux gens, bien, ultimement, vous allez peut-être en parler à des collègues, à des amis, à de la famille, à des gens qui ont des entreprises. Et ultimement, le but, c'est de sensibiliser les gens, que ce soit des employés ou des gestionnaires, au niveau professionnel ou personnel, afin qu'il y ait une meilleure hygiène de sécurité numérique et que la posture de sécurité soit mieux. Parce que c'est quand même, je dirais, c'est pas dommage, c'est pas plate, mais quand tu arrives, tu fais un pen test puis tu réalises que tu sors 32 vulnérabilités puis c'est toujours les mêmes d'année en année.
Comme c'est le fun, mais d'un côté, tu te tannes, tu te dis, ça serait le fun que, en voulant builder. Moi, je suis quelqu'un qui est très fan de purple teaming, donc vouloir construire et pas juste détruire tout le stock que je touche, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Fait que c'est un peu le core de cette présentation-là. Et ultimement, c'est développer et renforcer les bonnes pratiques. Gestion de mots de passe, blablabla, name it. Tout ça fait que, ultimement, on travaille les bonnes pratiques pour les renforcer. Donc, c'est pas mal ça qui met fin à la présentation. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si jamais vous voulez me trouver sur Internet, @leou. Sinon, pour comme la carte d'affaires, en tout cas, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, vous pouvez aller sur leou.com, puis toutes mes manières de connecter vont être là. Fait que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et surtout de me faire challenger sur ma solution miracle. Donc, si jamais vous avez des meilleures idées que les miennes, je vais être 100% d'accord à les apprendre et à discuter de tout ça avec vous. Fait que c'est pas mal ça qui met fin à ma présentation.